Donc bienvenue à la conférence de presse du livre de Paris, du Festival du livre de Paris, et je suis très heureux et même très honoré de vous accueillir si nombreux aujourd'hui à l'Institut culturel italien, et je crois que son président, M. Diego Marani, voulait nous dire quelques mots d'introduction. Merci, passez-moi la musique parce que je dois chanter. Bienvenue à l'Institut culturel italien pour cette conférence de presse que je suis ravi d'accueillir. En fait, l'Institut a toujours été en première ligne pour la promotion du livre et de la culture italienne en général. Nous avons ouvert notre saison littéraire avec une série de rencontres, dont une ce soir, à laquelle je vous invite à participer, mais je ne me n'éternise pas dans mon intervention et dans la description de l'organisation du Festival du Livre. Je laisse la parole aux autres orateurs et je me fasse discrètement à ma place. Bienvenue et bon amusement. Merci Monsieur Marani, je suis Jean-Baptiste Bassé, je suis directeur du Festival du Livre de Paris. Je vous ai déjà parlé du plaisir que nous avions à vous accueillir aujourd'hui. Et je note qu'en cette San Valentino, l'édition 2023 du Festival du Livre de Paris sera placée sous le signe de l'amour des livres évidemment. Et donc, pour commencer cette déclaration, j'invite Vincent Montagne, président du Syndicat national de l'édition et président du Festival du Livre de Paris, à me rejoindre, Vincent. Madame l'ambassadrice, Madame la présidente du Centre national du livre, chère Regina Aciondo, Monsieur le ministre, président des éditeurs européens et italiens, cher Riccardo Franco, Madame la vice-présidente de la région Île-de-France, chère Florence Portelli, Madame l'adjointe à la mairie de Paris, chère Karine Roland, et Madame la ministre, directrice des affaires culturelles à la mairie Paris, chère Aurélie Filippetti. Cher Jean-Baptiste Bassé, chère Marie-Hélène Rigopoulos, Mesdames, Messieurs, chers amis. Eh bien, nous voici à nouveau réunis, un an après le lancement du premier festival du livre de Paris pour une deuxième édition qui ouvrira ses portes dans quelques semaines dans le magnifique écrin du Grand Palais éphémère. Or, créer ce festival l'an dernier, après deux ans de Covid, a été une volonté affirmée du syndicat national de l'édition. Évidemment, nous nous placions dans la longue tradition du Salon du Livre né en 1981. Mais en revenant au cœur de Paris, et avec les hors-les-murs de la programmation qui permettent de sillonner les arrondissements, nous avions un premier objectif: retrouver les lecteurs, remettre au centre de cet événement les livres, leurs auteurs, les rencontres, les échanges, les découvertes, l'émotion. Alors laissez-moi revenir d'abord en quelques mots sur l'édition 2022. Elle a réuni près de 90 000 visiteurs, venus à la rencontre de 800 auteurs et de 300 maisons d'édition. De très beau succès pour une première édition d'un genre nouveau. Nous voulons évidemment l'amplifier. Jean-Baptiste et Marie-Madeleine nous livreront tout à l'heure toutes les informations sur la programmation pour nous aider à nous projeter. Faire un festival du livre à Paris, mettre le livre au cœur de la capitale est de l'ordre de l'évidence. L'écrin qu'offre Paris est tout un symbole, la ville lumière qui a inspiré tant de créateurs français et étrangers dans toutes les disciplines artistiques se devait d'avoir un événement de portée nationale. Merci Madame la vice-présidente, chère Florence, Madame l'adjointe à la culture, chère Karine, vous vous exprimerez après moi, de nous accompagner pour rendre ce festival encore plus indispensable. Alors au-delà des amoureux du livre, ce sont les familles qui viennent, et les jeunes générations plus particulièrement nous obligent. Elles nous obligent à nous réinventer. Et aujourd'hui, beaucoup de lectrices, de lecteurs découvrent des livres grâce aux réseaux sociaux et de nouveaux modes de prescription sont apparus. Et
Bien sûr, vous allez voir, le festival ne sera pas en reste sur ce terrain-là. Le livre, nous le savons, élargit nos horizons. L'évasion dont nous avons tous tant besoin sera à portée de main, d'oreille, de regard et de goût, grâce à l'invitation faite à l'Italie, à ses auteurs et à ses éditeurs. Je vous remercie très chaleureusement, Madame l'ambassadrice, de nous accueillir dans ce splendide institut culturel italien, et je remercie aussi son président. Et je veux saluer mes confrères, cher Ricky, qui préside les deux associations italiennes et européennes, Luigi Ferrelli, directeur de l'agence du commerce italien, et Fabio Gambaro, qui nous présentera tout à l'heure la programmation italienne du festival. Pays voisins et amis, l'Italie donne le vertige par son immense littérature. Près de 50 auteurs, en tout cas, feront le déplacement à Paris, des figures très connues, de nouveaux auteurs aussi qui, en rejoignant les grands auteurs classiques italiens que nous aimons tant, feront la joie des lecteurs, des éditeurs et des libraires. Le festival mettra la vitalité de la production éditoriale actuelle et la créativité d'une génération très prometteuse à l'honneur. Nous découvrirons donc des auteurs, d'essais de bande dessinée, de polars moins connus, et je n'oublie pas l'aspect incontournable de la gastronomie et du tourisme, qui ne manqueront pas d'attirer le public, toujours friand des saveurs inégalables italiennes. Une véritable fête nous attend. Et par expérience, nous savons qu'une telle invitation permet toujours de franchir un nouveau seuil dans l'intérêt des libraires, des bibliothécaires et des lecteurs pour des œuvres italiennes traduites en français. Et on parle tout de même de 900 œuvres, 900 titres par an. Le festival du livre s'inscrira aussi, est-il nécessaire de le rappeler, dans la poursuite de la grande cause nationale qu'est la lecture. Aujourd'hui, encore et toujours, nous devons soutenir et protéger la liberté de lire, le goût de lire, d'écrire, de publier. Ce sont des socles pour la démocratie. Un an après l'invasion de l'Ukraine, et alors que les menaces pour la liberté d'expression partout dans le monde sont quotidiennes, n'oublions jamais cela. Je voudrais bien sûr remercier tous nos partenaires, publics, privés, français et étrangers. Merci à tous les éditeurs exposants qui nous rejoignent cette année encore dans cette magnifique aventure. Et comme l'écrit la poétesse italienne Alda Merini, j'ai besoin de sentiments, de mots choisis avec soin. Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia, la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi. Je vous remercie. Merci Vincent, je dois donc définitivement travailler mon italien et peut-être qu'en accueillant Riccardo Francolevi, président de l'AI, l'association italienne des éditeurs, président de la Fédération européenne des éditeurs, à me parler de l'invitation italienne, je m'y emploierai. Merci. Mesdames et messieurs, carissime ambassadrice, je dois commencer par des remerciements. Évidemment, avant tous, à mon confrère, le président de la SNL, cher Vincent, merci d'être avec nous. C'est une occasion importante pour nous tous. Et je dois remercier aussi bien évidemment les institutions auxquelles on peut largement dire que c'est pour le soutien que nous offrons que c'est la possibilité d'interaction. Le ministère des Affaires étrangères italien, avec l'ambassade italienne et l'Institut de culture italienne, le ministre, évidemment, le ministère de la Culture avec le centre du livre de lecture italienne, ICE, évidemment. Grazie d'essere qui. Et après, Fabio Gamba. Italissimo, c'est l'autre côté de cette manifestation avec une proclamation énorme qui
qui va commencer avec la grande voix de Tony Solville du théâtre, du Piccolo Teatro di Milan, avec une soirée dédiée à Dante. Et après, le programme effectivement de la partie italienne qui va commencer avec l'ambassadeur Maurizio Serra, il va terminer avec Alessandro Baricco. Évidemment, c'est une programme importante pour nous, Ex Libris avec Carmen Novella et de la Vinci, qui nous a aidés comme tous les jours dans tous les foires dans le monde. La France, c'est le deuxième marché pour l'édition italienne. Alors, venir ici, après 20 heures, si je ne me trompe pas, dans les années, c'est une émotion importante. Et alors, j'espère vraiment que ce sera un jour important pour nous tous. Et ce n'est qu'une étape qui nous va amener l'année prochaine à Francfort, à la grande messe, où l'Italie, et ce seront 30 ans que l'Italie ne sera pas à l'honneur en Allemagne. Et alors, Paris, Allemagne, Italie, c'est un triangle formidable en tant que culture, et permettez-moi, en tant que politique aussi. Et je veux terminer en rappelant le traité de Tulle, qui est la base de nos relations entre nous, le pays, l'Italie et la France. On remercie tous. Merci Président Lévy. Cette invitation a été rendue possible grâce au concours de l'Agence du commerce extérieur italien et j'invite donc Luigi Ferrelli, le directeur du bureau parisien, à venir partager quelques mots. Oui, merci Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait particulièrement présent. Je suis vraiment ravi d'être ici aujourd'hui avec vous. Notre agence s'occupe de la promotion des exportations et des investissements, mais elle joue aussi un rôle dans la promotion de l'édition et de l'audiovisuel italien. Il est vrai que ces dernières années, la projection à l'international de l'édition italienne a cessé de grandir. Non seulement l'achat des droits à l'étranger a continué de grimper, mais surtout la vente de droits de titres italiens a progressé de façon très significative, jusqu'à rejoindre à peu près 15% du total de la production éditoriale de notre pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, achat et vente de droits pour notre pays sont presque au même niveau, et dans certains segments, c'est le cas par exemple de la littérature de l'enfance et de la jeunesse, l'Italie enregistre un actif très important. Donc dans ce contexte, le président Lévy le rappelait, la France représente le deuxième pays de vente des droits italiens, après l'Espagne, avec un poids qui ne cesse de grandir. Tout cela, naturellement, est rendu possible aussi par les activités à l'international qui, sous l'égide du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, nous voit participer à vraiment beaucoup de projets. Les 12 derniers mois, nous avons soutenu la participation de professionnels en provenance de très nombreux pays au grand salon italien de l'édition, Turin naturellement, mais aussi Bologne, qui est devenu le rendez-vous incontournable pour la littérature de l'enfance et de la jeunesse, Rome avec Tullibri et Liberi. Et nous avons aussi amené un nombre croissant d'auteurs et d'éditeurs italiens un peu partout dans le monde, à Francfort bien sûr, mais aussi à Londres, à Shanghai, à Alger, et plus récemment aussi à Sharjah aux Émirats. Nous espérons aussi l'année prochaine pouvoir être officiellement présents pour la première fois au Festival d'Angoulême, au Festival de la BD, qui est devenu vraiment très important. Et donc un travail très important qui est rendu possible par les partenariats que notre agence a noués depuis plusieurs années avec l'Association italienne des éditeurs et qui se renouvelle au fil des années car ils semblent produire des très bons résultats. Et donc nous sommes très très heureux que ce voyage que nous avons démarré
avec tant d'auteurs et d'éditeurs italiens nous mène enfin à Paris. Nous sommes vraiment très ravis. Il s'agit pour nous aussi de l'événement le plus important de 2023 et nous sommes particulièrement fiers de jouer un peu dans cette aventure et de faire partie de cette équipe franco-italienne qui est si bien représentée ici aujourd'hui. Donc vraiment merci à tous. Vive le Festival du Livre de Paris et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Luigi. Vincent nous expliquait il y a quelques minutes qu'une cinquantaine d'auteurs italiens feront le déplacement. Je propose donc à Fabio de nous rejoindre. Fabio Gambaro, qui est bien connu de ses murs, qui est le fondateur du festival Italissimo et qui est par ailleurs le programmateur du dispositif Passions italiennes que nous avons monté, va pouvoir nous en exposer le contenu. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous dire quelques mots rapides justement sur cette programmation italienne pour laquelle, afin d'honorer au mieux la culture et la littérature et l'édition italienne, on a essayé d'unir les forces de plusieurs organismes et institutions, évidemment le Festival du Livre de Paris, et là il y a l'association des éditeurs italiens qui a beaucoup travaillé là-dessus, mais le festival Italissimo, que peut-être vous connaissez, c'est un festival qui fait la promotion de la littérature et de la culture italienne depuis 8 ans ici à Paris, dans plusieurs lieux, toujours au mois d'avril, et aussi l'Institut culturel italien. Ensemble, on a créé une programmation de toute une semaine qui s'appelle Passion italienne. Je crois qu'on a une affiche, parce qu'on a une affiche qui a été faite par Emiliano Ponzi, le même illustrateur qui a fait l'affiche du Festival du Livre de Paris, et c'est un peu une histoire. Là, ils sont à Rome, hein, peut-être que vous connaissez, Place d'Espagne, ils sont en train de lire, et ils ont leur petite Vespa, et ils vont après arriver à Paris sur l'affiche du Festival du Livre de Paris. Donc, une semaine intitulée Passion italienne pour évoquer à la fois la passion des Français pour l'Italie, mais aussi les passions italiennes et les passions de la culture italienne. Une semaine dans plusieurs lieux qui commencent le lundi 17, justement, comme ça a déjà été évoqué, avec le spectacle de Tommy Servillo au théâtre de l'Odéon sur Dante, et qui va se terminer jusqu'à le dimanche avec le point d'orgue de 3 jours du Festival du Livre de Paris au Grand Palais éphémère, où dans le pavillon italien il y aura une trentaine de rencontres pour justement évoquer toute la diversité et la richesse de la culture et de la littérature italienne. Première rencontre avec Maurizio Serra, dernière rencontre avec Alessandro Baricco, mais tout au long de la semaine, donc dans plusieurs lieux, à la Maison de la Poésie, à l'Institut culturel italien, à la Maison d'Italie, au Consulat d'Italie, au Théâtre des Déchargeurs, dans les cinémas Entrepôt et Panthéon, dans la bibliothèque du Centre Pompidou, etc. Il y aura un ensemble de rendez-vous pour des spectacles, des rencontres, des débats, des ateliers, des projections, auxquels vont participer une cinquantaine d'écrivains invités par le Festival du Livre de Paris, par Italissimo, par, dans certains cas, ceux qui sont invités par Live, etc. Et évidemment, 50 c'est beaucoup, mais c'est pas assez. On aurait pu en inviter 100, hein, ça c'est la loi des gens, hein, il y a toujours, on ne peut pas tout le monde inviter tout le monde, mais il y a des auteurs très connus, comme Alessandro Baricco, Milena Agus, Silvia Ballone, Paolo Rumiz, Paolo Cognetti, Scurati et beaucoup d'autres, mais on a essayé de faire beaucoup de place aux jeunes écrivains, enfin en tout cas des écrivains qui ne sont pas encore connus en France, comme par exemple Veronica Aimo, Beatrice Salvioni, Teresa Ciabatti, Sasha Naspini, et des auteurs moins connus comme Calacciura, Caminito et beaucoup d'autres. Enfin, évidemment, on pourrait faire une longue liste. On a aussi des Italiens de Paris, disons, qui sont déjà sur place, comme Andrea Marcolombo, Giuliano d'Empoli, que tout le monde connaît. Hein. L'année passée, quand on l'a présenté au Festival d'Italissimo, il était totalement inconnu. Après son énorme succès, maintenant tout le monde le connaît. On est bien content pour lui. Et Emanuele Coccia. Et avec Emanuele Coccia, il y en a aussi des essayistes comme Maurizio Ferraris, Franco Cardini, Alessandro Campi, et avec eux des auteurs de jeunesse, des auteurs de BD, des auteurs du polar, parce que comme en France, le polar est de plus en plus important en Italie, et donc on aura par exemple Giancarlo De Cataldo, Carlo Figlio, Giovanni, Carrisi, et voilà. Donc, si j'ai encore quelques minutes, hein, tu me laisses. Voilà. Tout ça pour vous dire, ce sera une programmation très riche avec des moments très forts, par exemple,
sur Calvino. Vous savez que cette année, c'est l'anniversaire, le centenaire de la naissance de Calvino, et Calvino avait des liens très étroits avec Paris parce qu'il y a vécu pendant 13 ans. Il a fréquenté l'Oulipo, il a fait plein de choses ici à Paris. Et donc, on évoquera Calvino avec des rencontres à la Maison de la Poésie, avec un spectacle, avec une exposition dans le pavillon italien au Grand Palais éphémère. Il y a une exposition avec des illustrateurs italiens qui ont travaillé justement sur Calvino, et donc c'est une exposition en collaboration avec la FAB du livre de jeunesse de Bologne, et voilà, et puis beaucoup d'autres choses. J'espère que tout ça, ça va en tout cas rendre au mieux la variété et la richesse de la culture italienne, de l'édition italienne, de la littérature italienne, que je rappelle est un peu différent par rapport à la France, elle est beaucoup moins concentrée. En Italie, l'édition, elle est un peu partout. Elle est évidemment à Milan et à Turin, mais elle est aussi à Rome, à Palerme, à Florence, à Venise. Et donc, on a essayé de restituer cette variété. Et j'espère que ce sera une semaine de bonheur, de plaisir pour tout le monde, pour les auteurs, pour le public et pour les éditeurs. Merci beaucoup. Maximile Fabio, quelle joie d'accueillir un si beau panorama d'auteurs transalpins. Mais je vous propose néanmoins de revenir en France et d'écouter Regina Ciondo, présidente du Centre national du livre, soutien très engagé depuis la première heure du Festival du livre de Paris. Chère Regina. Bonjour, merci beaucoup et comment ne pas s'engager compte tenu de la prouesse que vous avez réalisée. Vincent Montagne qui préside le syndicat national de l'édition, voilà que. Et puis Jean-Baptiste Basset et Marie-Madeleine l'an dernier, de voir ces files d'attente, ces familles, ces poussettes, les enfants, les petits qui couraient, les adultes, toutes les rencontres magnifiques que vous aviez organisées. C'était vraiment une réussite et je sais que c'était pas facile. Parce que le lieu, bien évidemment, ne correspondait magnifiquement en termes de beauté, mais moins en termes de surface à tous ceux qui voulaient être avec vous dans ce rendez-vous. Mais vous avez su faire revivre un rendez-vous qui, je pense, sera totalement incontournable aujourd'hui pour le livre et la littérature, à la fois sur le plan économique, mais aussi, et c'est très important, sur le plan du plaisir, de retrouver le plaisir de la lecture, le goût de la lecture, d'être dans un univers chaleureux de rencontres avec les auteurs. Et là-dessus, je pense que votre édition était absolument remarquable. Donc bravo encore. Et c'est avec un plaisir indicible que l'on soutient cette deuxième édition, parce que nous serions vraiment, mais en dessous de tout, de ne pas être à vos côtés dans le travail tout à fait remarquable que vous avez fait dans un temps record. Et puis, au fond, vous rejoignez exactement les préoccupations qui sont les nôtres, comme vous le savez, au Centre national du livre, qui, à côté du soutien économique à l'ensemble de la filière, s'intéresse de plus en plus à la question du lectorat, de l'élargissement du lectorat, compte tenu de l'inquiétude qui est la nôtre, de voir les jeunes continuer toujours d'aimer le livre, mais qui s'en détournent au profit des écrans. Bien sûr, vous allez nous dire qu'on peut lire sur des écrans, ce qui est vrai. Néanmoins, on voudrait que ce lien intime de la jeunesse avec le livre, avec le papier, avec le plaisir aussi de s'isoler, de prendre du temps pour soi, de préserver un espace-temps dans la vie turbulente des réseaux sociaux et des sollicitations de vidéos sur YouTube, le livre soit préservé et que chaque citoyen ne perde pas de vue cette qualité incroyable que le livre apporte au développement et à la complicité de nos vies. Donc, au fond, votre festival rejoint ces préoccupations que, comme vous le savez, qu'on a mis en œuvre dans le cadre de la lecture Grande Cause nationale, que l'on continue de mettre en œuvre en 2023 et qu'on continuera de manière inlassable à défendre, avec le prochain d'ailleurs événement qui sera le 10 mars jeudi, et qui est l'idée d'inviter tous les citoyens français à lire 15 minutes le 10 mars. Et je sais que c'est aussi une pratique que vous développez dans le cadre du festival. Donc je vois là encore que nos objectifs et nos univers se rapprochent. Donc merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous accompagner et on continuera. Et un plaisir que l'Italie soit à l'honneur. Ce pays tellement magnifique à tout point de vue, sur le plan spirituel, sur le plan artistique, sur le plan de la gastronomie. Et hier encore, je me régalais de lire César et Pavese, qui pour moi a été, et je sais que la création contemporaine est très vivace,
mais qui a accompagné toute ma jeunesse et que je retourne lire avec bonheur chaque année quasiment. Merci à vous. Merci mille fois, chère Régine. Je voulais préciser que votre soutien indéfectible depuis le début de la manifestation nous offre la possibilité cette année d'aller un cran plus loin dans les projets pédagogiques que nous initions. Nous avons pu recruter un chargé de mission pédagogique, AL, qui est un prof de français qui est en disponibilité et qui nous accompagne pour justement donner du corps et de la matière pour cette journée scolaire du vendredi. Et évidemment, ce contenu, ce sur quoi travaille AL, s'adaptera à tous les niveaux, aux élémentaires, aux collégiens et bien évidemment aux lycéens. Et des lycéens, il serait nécessairement question avec Madame Florence Portelli, vice-présidente de la région Île-de-France, partenaire historique et officiel de la manifestation que nous avons le plaisir d'accueillir. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas être trop long parce que sinon je vais être antipathique parce qu'il y a trop de monde qui parle. Mais je voulais quand même dire que j'étais là à 2 titres. Le premier en tant que vice-présidente de la région, parce qu'en effet la région aide énormément le livre. On met chaque année 10 millions d'euros dans le livre. Dans ce salon auquel on participe depuis très longtemps, mais également pour créer des clubs de lecture, des leçons de littérature, pour soutenir des écrivains en résidence. On a plus de 250 écrivains en résidence en Île-de-France. Et ça aide énormément parce qu'ils sont en résidence dans les lycées, mais aussi dans les médiathèques, ce qui permet à nos jeunes de découvrir des auteurs vivants, parce que souvent ils ne se rendent pas compte que les auteurs peuvent être aussi vivants, et puis d'apprécier la littérature, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a avec l'écran un phénomène où beaucoup de jeunes se désintéressent du livre, de la magie du livre et de ce que ça peut apporter. On finance également les librairies, les maisons d'édition, et vous verrez ici qu'il y a une 50aine d'éditeurs qui vont être représentés grâce à la région Île-de-France. Et puis, on soutient bien évidemment les festivals comme le vôtre, qui est un magnifique festival. Et puis, l'autre raison de ma présence ici, c'est que je suis franco-italienne. Et je trouve que dans un monde qui aujourd'hui a du mal à être fier de ses racines multiples, et ben moi je suis très fière de mes racines multiples. Et c'est une deuxième raison aussi de ma présence ici, c'est que l'Italie est un très grand pays. Et d'avoir eu des parents franco-italiens, ça m'a beaucoup aidé sur mon ouverture sur le monde. Et je ne voulais pas être là uniquement pour parler de la France, mais je trouve souvent qu'on parle de l'Italie avec un peu de condescendance, parce que les Français sont toujours un peu condescendants. On imagine toujours qu'on a le meilleur vin, mais moi je préfère le vin des Pouilles, il ne faut pas trop le dire. On s'imagine que Brassens était le seul grand linguiste de la chanson, mais moi quand j'étais petite j'écoutais aussi Fabrizio De André et Paul Conte. Et ça m'a énormément nourri. Et je vous avouerai également que je m'appelle Florence parce que ma mère était toscane, et je suis très fière qu'elle me dise qu'en Toscane, il y avait Dante, il y avait Boccace, il y avait Pétrarque, et que ce sont des figures qui ont inspiré la littérature mondiale, comme Virgile a aussi inspiré la littérature mondiale, et comme Goldoni a aussi inspiré notre théâtre, et comme Pirandello a aussi inspiré Anouilh et Beckett. Donc voilà, moi j'aimerais qu'on parle différemment d'Italie. On n'en parle pas assez bien. J'aimerais que ce salon ne soit pas plus l'occasion de dire nous Français, comme d'habitude, nous vous aidons sur ce salon du livre qui est un magnifique salon du livre, mais nous Français, nous sommes là aussi parce que nous vous admirons. Et nous avons des tas de motifs d'admiration vis-à-vis de l'Italie. Donc, pour conclure, compter sur la région Île-de-France déjà pour continuer sa politique extrêmement ambitieuse pour le livre, avec ses clubs de lecture, avec ses résidences artistiques dans les lycées, avec ce prix concours des lycéens, avec son prix littéraire des lycéens, avec les médiathèques, les librairies, que nous soutenons, les écrivains que nous soutenons, les éditeurs que nous soutenons. Mais la région Île-de-France est là aussi pour s'incliner devant le génie italien et pour dire que certes il y a un génie français, mais il y a un génie italien, et en plus ce qui est agréable avec le génie italien, c'est qu'il est souriant. Cocteau disait, un italien c'est un français qui sourit. Et bien parfois, j'adore la France, je suis française avant tout, mais quand je vais en Italie, ça me remet un petit coup de boost, parce que rien que d'être accueilli par des hautes gioia, et avec un sourire jusque-là, et bien voilà, vous êtes un pays extraordinaire. Donc merci pour cette joie, pour cette richesse, pour cette beauté, pour ce côté fabuleux et pour tout ce que vous êtes.
Merci Madame la Vice-Présidente, merci pour vos encouragements et pour ces sourires qui vont habiter nos cœurs dans les 70 jours qu'il nous reste à parcourir avant le Festival du Livre de Paris. J'appelle désormais Madame Karine Roland, adjointe à la maire de Paris en charge de la culture et de la ville du quart d'heure, à prendre la parole. Merci beaucoup. Chère Florence, une chose que je ne ferai pas, je ne m'essaierai pas à l'italien. Surtout pas devant vous toutes et tous, ni devant Aurélie Filippetti, notre chère directrice des affaires culturelles, qui partage avec vous des origines italiennes et parle bien mieux italien que je ne le ferai jamais. Donc ça c'est dit. Une chose que j'ai faite aussi en termes musicaux ce week-end, j'ai écouté Adriano Celentano, avec un bonheur que je vous partage ici aujourd'hui. Et pour faire référence à ce que vous disiez, je vous invite à suivre toutes et tous les travaux de Marc Lazare, très féru d'Italie, enseignant à Sciences Po, qui réalise de manière régulière une enquête croisée sur la vision des Français en Italie et des Italiens en France, qui recoupe un certain nombre de choses que vous avez dites et auxquelles il est certain que ce festival remédiera. Donc, merci. Merci d'abord pour le festival. Ça a été très bien dit. C'est une nouvelle édition après des débuts forcément très contrariés, mais vous avez tenu bon. Vous étiez l'année dernière déjà dans le Grand Palais éphémère. Donc félicitations à Vincent Montagne, bien sûr, au syndicat. À vous, cher Jean-Baptiste, parce que vous évoquez tout le monde, évoquons votre action à notre tour, ainsi que celle de Marie-Madeleine Rigopoulos. Vous êtes les nobles artisans de cette belle manifestation, de cette nouvelle édition, soi-disant remerciée. Deux salutations tout de même au président du Centre culturel italien que j'ai perdu de vue, cher Diego Mariani, et à Madame l'ambassadrice qui nous accueillait aujourd'hui. Le traité du Quirinal a été évoqué par vous tout à l'heure, Monsieur le Président. Il y a aussi, de manière un peu plus ancienne, et vous le savez certainement toutes et tous, un jumelage entre Paris et Rome, puisque seul Paris mérite Rome et seul Rome mérite Paris. Ce sont les deux seuls réels jumelages qui existent pour ces deux villes. Nous en avons célébré l'anniversaire l'année dernière et je vois dans ce nouveau festival franco-italien un très bel écho à cette amitié. Écho aussi à travers la littérature. À mon tour, je vais évoquer le Mage du Kremlin, quand même. Quel magnifique objet de littérature, quelle magnifique fiction, quel magnifique écho aussi à ce qu'est l'actualité, à ce que peut faire le livre, à ce que la fiction peut apporter comme rempart à toutes les peurs, à toutes les inquiétudes, parfois aux obscurantismes. Donc la saison littéraire a vibré des lettres de Giuliano da Empoli, qu'il soit ici remercié, et avec lui tous les autres. Ça a été dit, la date est belle, le lieu est beau. Et puis vous savez, à la ville de Paris, on a beaucoup cité Victor Hugo, qui fut évidemment un artisan de Paris et bien au-delà, poète très apprécié en Italie, et qui disait « Lire, c'est voyager, et voyager, c'est lire ». Ces paroles nous accompagneront tout au long du festival, comme elles nous accompagnent au quotidien à Paris, à travers des événements comme celui-ci. Dans les bibliothèques de la ville de Paris seront présentes cette année dans le festival, et puis un certain nombre d'autres lieux. Bien sûr, l'ardeur indéfectible de la Maison de la Poésie sera mise à l'honneur et à contribution, le théâtre de la ville aussi. Et puis je me réjouis de votre présence, cher Sébastien Cavalier, parce qu'on a évoqué plusieurs fois l'importance de convaincre la jeunesse de l'utilité et des beautés du livre. Je vois dans votre présence au titre du Pass Culture, et comme ça a été évoqué aussi par Régina Tchondo, l'importance de ce que vous faites, de ce que vous ferez pour la jeunesse. Le livre est toujours le témoin d'une époque, un repère essentiel dans notre société, dans nos sociétés. Continuons ensemble d'en être les passeurs, d'en être les prescripteurs aussi, et très belle vie à toutes et tous au sein de ce festival. Merci.
scolaires, nous en avons parlé, bibliothécaires, nous venons d'en parler. Notre manifestation d'éditeurs tient à solidifier ses liens avec l'ensemble des maillons de la chaîne du livre. Ils en sont les ambassadeurs quotidiens. J'appelle Nassera Ben Mouhoub et Antoine Front de Paris Librairie à me rejoindre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous laisse deviner qui est Antoine et qui est Nassera. Nous représentons Paris Librairie. Alors, Paris Librairie, c'est fête ses 10 ans, donc auguri à nous-mêmes. Paris Librairie, c'est 220 libraires adhérents à Paris et dans la petite couronne, ce qui fait 520 000 références, soit 2 500 000 livres disponibles. Donc, Paris Librairie est fière d'être la plus grande librairie du monde. Je vous laisse digérer l'information. Paris Librairie, c'est surtout et également un site internet, parislibrairie.fr, un site de géolocalisation. Par exemple, vous êtes invité à dîner, sachez-le, chez Jean-Baptiste, bientôt, et vous voulez lui offrir Impossible de Eric et Lucas. Vous n'avez pas envie de le commander en ligne. Donc, bon, ça marche avec d'autres livres. Je vous laisse choisir le livre en question. Allez, parislibrairie.fr, vous tapez le titre du livre que vous cherchez et vous pouvez savoir s'il est à côté de chez vous, à côté de votre travail ou à côté de chez Jean-Baptiste. Vous pouvez donc en 2, 3 clics, je ne sais plus exactement combien, le réserver ou à défaut le commander dans la librairie de votre choix. Donc vous l'aurez compris, c'est un site de mutualisation des stocks. Donc 250 libraires, ça fait du stock. Voilà, donc je vous laisse aussi digérer cette information. Un tel site existe vraiment. Paris Librairie, c'est aussi une structure qui est capable de devenir un interlocuteur unique avec les institutions. Donc on peut être des partenaires de la mairie de Paris, par exemple, pour l'organisation d'un événement qui s'appelle Libraire d'un jour. On peut aussi travailler, accompagner, discuter avec des ministères, par exemple, pour le très beau projet qui s'appelle Jeunes en librairie. Et Paris Librairie, c'est aussi une seule et même équipe. Donc c'est une structure qui est capable d'effacer ses propres librairies et de devenir un grand métier à la disposition, par exemple, et admirer la transition d'un festival. Jean-Baptiste Passé, dès sa prise de fonction l'année dernière, à peine ses fonctions est venu nous voir et nous a proposé de l'accompagner et de nous occuper de la gestion du Salon du Livre. On a accepté avec un enthousiasme immense, ça nous a beaucoup plu. Ça a été beaucoup de stress et beaucoup de travail, mais le travail s'est fait dans une entente qui était vraiment passionnante, parce que Jean-Baptiste a tenu à écouter nos avis sur la gestion d'une immense librairie, en pensant que 220 libraires pourraient gérer autant de volumes et autant de signatures et autant de stocks et autant de réserves. Et du coup, nos échanges ont été extrêmement fructueux et je le remercie pour ce travail collaboratif qui était vraiment passionnant. Donc on a re-signé pour une nouvelle année. Nous remercions bien sûr toute l'équipe, Marie-Madeleine, Constance, Xavier, Jean-Baptiste et tous ceux qui vous accompagnent pour ce travail régulier, puisqu'on se voit quand même tous les 15 jours à peu près. Et voilà, nous espérons que ce salon du livre, ce festival du livre de Paris va se transformer en fête du livre. Et pour terminer, nous voulions nous aussi un peu de lecture italienne. Et donc du coup, Florence, qui est responsable de la Libreria, une des librairies italiennes de Paris, et qui va gérer l'ensemble du stand italien, gros travail, va vous lire un extrait d'un poème de Umberto Strada. Oui, ça n'est pas un poème de moi. Je fais partie également de Paris Librairie et je suis ravie. Une belle famille, une belle grande famille. Quindi, lavoro. Un tempo la mia vita era facile, la terra mi dava fiori, frutta in abbondanza. Or di sodo un terreno secco e duro, la vanga urta in pietre, in sterpaglia, scavar devo profondo come chi cerca un tesoro.
Merci Florence, merci Nacera, merci Antoine, merci cher libraire. Et vous êtes très certainement ravi de passer la parole à Sébastien Cavalier, président du Pass Culture, application qui vous a justement permis d'accueillir de nombreux jeunes dans vos librairies. Bonjour à toutes et à tous. Alors au Pass, on est très content d'être partenaire du Festival du Livre de Paris parce que à la naissance du Pass, on a tous eu une heureuse surprise, c'est qu'on a découvert qu'entre les jeunes du Pass Culture, qui aujourd'hui sont 2,8 millions, et le livre et la lecture, il y avait eu un coup de foudre qui s'est transformé en histoire d'amour et en une histoire d'amour qui dure, puisque les jeunes ont déjà acheté en 2022 plus de 7,5 millions de livres grâce au Pass Culture. Alors peut-être avez-vous entendu parler des mangas. Mais en fait, ce que je tenais à vous dire, c'est qu'ils lisent bien autre chose que des mangas, puisque depuis la naissance du Pass, ils ont acheté plus de 270 000 références différentes de livres. Et ça montre à la fois leur curiosité et leur envie, leur soif d'apprendre, et quoi mieux que le livre, finalement, pour s'ouvrir sur le monde, pour s'ouvrir sur les autres, et pour se construire en tant que citoyen. Et ça, c'est vrai que c'est une des grandes missions du Pass, c'est comment faire pour que les jeunes deviennent curieux. Et d'un certain point de vue, ça fait le lien avec l'Italie, parce que l'Italie, c'est le pays qui, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, accueillait le Grand Tour. Et le Pass Culture, c'est peut-être une version un peu digitale, moderne, du Grand Tour, en tout cas une version qui est accessible à tout le monde. Et c'est vrai que cette idée de rendre les jeunes curieux, leur donner envie de fréquenter les librairies, rencontrer les auteurs, rencontrer les œuvres, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Pour étoffer un peu les statistiques de l'intervention précédente, on a déjà 130 000 jeunes qui ont fréquenté les librairies parisiennes avec le Pass Culture, et on espère bien qu'avec le Festival du Livre, ce chiffre va augmenter de manière tout à fait exponentielle. Et donc, le dernier clin d'œil que je voulais faire à l'Italie, c'était aussi de dire que si aujourd'hui le Pass Culture existe en France, c'est parce que le Bonus Cultura existait en Italie, ça a été une source d'inspiration. Et donc, nous n'oublions pas non plus les liens, parfois imprévus, mais que nous avons avec l'Italie qui sont importants. Et donc, ce lien avec la lecture, on est ravis de s'associer au Festival du Livre. On va donc promouvoir la programmation auprès des jeunes, promouvoir les auteurs italiens, leur permettre de découvrir toute cette littérature-là, puis leur permettre de découvrir à la fois les librairies, les bibliothèques, pour ceux qui n'y sont pas encore allés, et ainsi de finalement leur permettre de vivre des expériences un petit peu extraordinaires, parce que tout l'esprit du Pass, c'est ça, c'est de se dire, vivons des expériences extraordinaires, et ces expériences nous donneront envie d'en vivre d'autres, et finalement de faire en sorte que la culture fasse partie intégrante de l'ADN des jeunes. Merci Sébastien Cavalier. À l'heure de la prescription numérique, nous sommes très heureux de vous annoncer un partenariat officiel entre le réseau TikTok et le Festival du Livre de Paris. Élodie Riquier-Bébel va nous expliquer comment BookTok va tout simplement bouleverser la littérature. Rien que ça, sacrée responsabilité. Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument enchantée d'être ici aujourd'hui pour célébrer ensemble notre passion du livre et de la littérature. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement au nom du TikTok, les équipes du Festival du Livre de Paris pour leur confiance et l'opportunité d'être partenaire officiel de l'édition 2023. Je tiens également à les féliciter pour l'ouverture de leur compte TikTok, tout récent. On a encore une petite marge de progression, mais on est sur une bonne tendance et on souhaite une très bonne vie à ces comptes émergents. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais TikTok est une plateforme d'expression créative où la culture a toute sa place et nous la défendons avec conviction. À titre d'illustration, laissez-moi vous parler du mot dièse BookTok. Fin 2020, des utilisateurs ont commencé à poster sur la plateforme des vidéos dans lesquelles ils discutaient de livres et déclaraient leur amour pour la littérature. Ils ont d'eux-mêmes utilisé un mot dièse, le mot dièse BookTok. Le phénomène était né. Depuis, cette communauté n'a cessé de croître et en délire, tant et si bien qu'aujourd'hui, sous le mot dièse BookTok, plus de 109 milliards de vidéos ont été vues, plus de 17 millions de vidéos ont été créées. Ce qui est tant et si bien qu'aujourd'hui, le BookTok est aujourd'hui, on peut le dire, un club de lecture mondiale, certainement l'un des plus grands, à l'échelle planétaire. C'est également un espace d'échange où chacun, que ce soit les passionnés de lecture, que ce soit les lecteurs occasionnels, les libraires, on en a parlé, qui ont toute leur place, les auteurs, bien entendu, et évidemment les maisons d'édition, plus d'une cinquantaine de maisons d'édition sont d'ores et déjà présentes sur TikTok en France,
Tout cet écosystème a sa place sur BookTok et vient y transmettre sa passion pour la littérature. Qu'il s'agisse de partager ses conseils de lecture, de lire un extrait de livre ou des citations, de présenter fièrement sa bibliothèque, c'est un vrai sujet de discussion sur TikTok, la façon dont les bibliothèques sont agencées, de révéler les coulisses du métier d'éditeur, par exemple, de recréer l'univers d'un ouvrage en maquillage, quelque chose d'assez incroyable qui se fait beaucoup, ou tout simplement s'en inspirer en cuisine. Sur TikTok, il existe 1001 façons de raconter un livre. Alors vous l'aurez compris, ce partenariat avec le Festival du Livre de Paris était tout naturel. Nous sommes très fiers d'être partenaires officiels de l'édition 2023 et nous espérons ainsi contribuer à rendre accessible cet événement culturel majeur et permettre aux auteurs et aux œuvres qui seront présentées de toucher un public toujours plus large, de tous âges et de tous horizons. Il s'agit pour nous d'une formidable opportunité d'encourager la lecture à travers les générations. Nous espérons aussi pouvoir faire découvrir l'univers BookTok à tous les visiteurs. Aussi, du 21 au 23 avril prochain, des créateurs BookTok seront-ils présents sur le stand TikTok pour faire vivre de l'intérieur leur expérience du festival, rencontrer leur communauté, leurs auteurs préférés et partager leurs coups de cœur littéraires. Des maisons d'édition et des auteurs seront également conviés pour raconter leur expérience du phénomène BookTok et créer des contenus en direct du Festival du Livre de Paris. BookTok n'est que le début d'une belle histoire entre TikTok et le monde du livre. Nous avons hâte d'en écrire de nouvelles pages avec le prochain Festival du Livre de Paris. Merci cher Elodie. Voilà donc une nouvelle manière moderne et participative de faire la promotion des livres et des auteurs. Et donc je vous encourage vivement à vous abonner dès maintenant au compte du Festival du Livre de Paris. Et après ces antipastilles, nous pouvons passer au primo et au secondo piatto. Et je dévoilais désormais un avant-goût de la programmation avec Marie-Madeleine. Bonjour à toutes et à tous. Oui, un avant-goût, c'est le mot parce que nous sommes en plein dans la programmation. Et je voudrais d'abord adresser un immense merci aux écrivains et aux écrivaines qui sont le matériau vivant de cette programmation et auxquels nous devons tout. Un grand merci aussi aux éditeurs et à leurs équipes dont l'enthousiasme et la force de proposition ont largement alimenté la programmation que nous allons vous proposer parce que sans vous, ça ne serait pas possible. Nous n'avons pas la science infuse, nous avons des idées, mais les vôtres viennent enrichir le contenu que nous avons envie de vous proposer et pour cela, un immense merci. Nous l'avons dit, le Festival du Livre de Paris, évidemment, son écrin central, c'est le Grand Palais éphémère, mais c'est aussi d'autres lieux dans Paris. Et je vais essayer de vous donner un avant-goût de chacun de ces lieux, en commençant évidemment au Grand Palais éphémère. Vous pourrez retrouver ce qui peut paraître relever de l'évidence, c'est-à-dire évidemment la littérature, mais pas seulement, d'autres livres aussi pour raconter d'autres histoires, parce que le livre est un véhicule de toutes les passions. Et c'est peut-être ça qui fait que le livre est vraiment pour tous, même pour ceux qui n'aiment pas les livres. On y trouve de la littérature, on y trouve du livre pratique, on y trouve toutes les passions qui nous habitent. Il y a toujours un livre pour quelqu'un et c'est ce que nous essayons de montrer à travers la programmation du festival. Alors au Grand Palais éphémère, dans les 5 scènes que vous pourrez retrouver, de l'Agora, qui est la plus grande scène, jusqu'à tous les cafés littéraires, vous pourrez par exemple, notamment donc le vendredi avec la journée scolaire, on va peut-être commencer par ça, des propositions spécifiques sur des thématiques qui nous semblent préoccuper les jeunes, les collégiens, les lycéens. Il y a évidemment l'incontournable Daniel Pennac qui revient avec Les Malocènes, qui va dialoguer avec un auteur italien, Alessandro Barbaglia. Il y aura l'incontournable aussi Marie-Aude Muraille, une des autrices fétiches de la jeunesse. Mais il y aura aussi Blandine Rinkel, qu'on va retrouver dans un domaine où on ne l'attend pas, où elle va s'adresser aux jeunes. Nous retrouverons un sujet sur le harcèlement scolaire avec des auteurs de bandes dessinées, dont le grand lauréat du Fauve d'Or à Angoulême cette année, Martin Panchaud, en dialogue avec Théo Grosjean.
Il sera évidemment question de féminisme, comment ne pas en parler, avec Camille Froid de Vaumétrie. Et puis il y aura des dialogues avec des autrices de littérature et de bande dessinée, comme par exemple Véronique Ovaldé, qui viendra parler de sororité avec Florence Dupré-Latour, une autrice de bande dessinée que vous connaissez, je pense, maintenant tous. Il y aura un sujet sur la vie secrète des écrivains avec Emmanuel Lambert, Geneviève Brisac et Laurent Sexic, un dialogue entre Laurent Godet et Christophe Onodibio qui nous parleront de romans d'anticipation et ce que ça raconte du monde d'aujourd'hui. Il y aura le prix Goncourt de Giraud en dialogue avec Adèle Vendrette, Lola Lafont qui dialoguera avec Justine Ogier pour nous parler de l'importance de l'écriture. Il y aura l'autrice de bande dessinée et académicienne en grande rencontre, Catherine Meurice, qui viendra parler de son dernier album, une grande rencontre avec Éric Emmanuel Schmitt, une grande rencontre, et c'est un honneur parce que malgré ses 100 ans, il viendra jusqu'à nous à Paris, au Grand Palais éphémère, Edgar Morin. Il sera question de femmes dans un dialogue entre Michel Perrault et Olivia de Lamberterie. Il sera question d'hommes dans un dialogue entre Frédéric Beigbeder et Vincent Ravalec. Il y aura aussi un dialogue international entre Jonathan Gros et Philippe Claudel qui parleront à travers la grande histoire également du monde d'aujourd'hui. Ils savent faire cela très très bien. Giuliano D'Empoli est dans la programmation de Fabio Gambaro, bien sûr, mais nous l'avons aussi piqué pour une programmation à la française. Et Giuliano D'Empoli dialoguera également avec un auteur de bande dessinée, Pierre-Henri Gaumont, et sur son album Slava. Il y aura Daniela Ferrière, Didier Depoint, Marie-Hélène Lafont. Il sera question de mémoire et de grande histoire avec Gaël Nohan, Félicité Herzog et Étienne de Montetti. Il sera question aussi de dépassement de soi, et nous en avons besoin par les temps qui courent, dans une discussion entre Christine Jordis, Pierre Assouline et Blanche de Richemont. Et puis, je parlais tout à l'heure des sujets d'actualité qui nous préoccupent aujourd'hui. Il y aura aussi des rencontres qui seront moins littéraires à proprement parler, mais ô combien importantes avec des contenus qui nous occupent. Ça va du sujet de vieillir dans la dignité avec une intervention de Victor Castanet avec Benoît Cohen. Il sera question de séries télé, parce qu'évidemment aujourd'hui tout le monde en parle, avec une philosophe, Sandra Logier, qui dialoguera avec le président d'une très très grosse boîte de production, Pascal Breton. Il sera question de la profession reporter de guerre, triste actualité mais nécessaire d'en parler, avec Memona Interman, Jean-Paul Marie, et encore un auteur de bande dessinée, Taha Siddiqui. Il sera question de peinture avec Michel Pastoureau et Guillaume Durand. Il sera question du bon goût et d'art de vivre avec Elisabeth Quint, Alexandra Golovanov et Nicolas Destienne-d'Or. Question de grande histoire, de rois, de reines et de pouvoir avec Franck Ferrand et Camille Pascal. Il sera question d'actualité avec Franz-Olivier Gisbert, de photos également avec Francine Desroudives, qui se trouve être la fille de Douaneau, mais qui a écrit un livre sur Willy Ronis. Il sera question de Georges Simenon, parce qu'il ne faut pas oublier les grands auteurs classiques, avec Jacques Santamaria, John Simenon et Cécile Chabrol et Pierre Assouline. Enfin, là, encore une fois, il y aura près de 200 auteurs en rencontre, débat, je vous ferai grâce de l'énumération de toutes les rencontres, mais il y aura aussi 2 heures par jour un temps dédié à la découverte des indépendants. Les indés les yeux fermés, c'est ainsi que nous avons voulu appeler ce module avec Gaël Boé qui nous aide dans ce projet de la librairie Fontaine aux Livres. 2 heures par jour, il sera question de coups de cœur et de présentation de petites maisons d'édition indépendantes qui font la richesse de l'édition et qui sont à la fois petites et grandes par leur force de proposition et par la puissance de la qualité de leurs livres. Nous aurons cette année encore la présence des petits champions de la lecture qui nous tient à cœur à travers 2 ateliers qui auront lieu le samedi et le dimanche avec une comédienne, Raphaël Sodinos, qui prendra par la main des enfants de CM1, CM2 pour les initier à la lecture à voix haute. Et ensuite leur permettre une restitution de cette lecture sur la scène jeunesse devant l'auteur dont ils auront travaillé les textes. Toujours un moment très émouvant qui s'était admirablement bien passé l'année dernière et nous y tenons. Et puisque je parle de lecture à voix haute, une mention aussi au livre audio qui est très cher à mon cœur. Il y a 1000 façons de lire, il y a les tablettes, il y a les livres, il y a aussi le livre audio. Pendant des années, on a pensé que le livre audio était dédié à une forme de handicap. Moi, je pense que nous souffrons tous d'un handicap commun qui s'appelle le manque de temps. Et le livre audio nous permet
d'écouter des livres à tout moment de la journée. Et pour cette raison, nous donnerons une visibilité aux livres audio sur l'Agora. Au début de chaque rencontre, parmi celles que j'ai citées par exemple, il y aura une petite lecture de 5 minutes des livres des auteurs présents en rencontre, de façon à donner à entendre une manière différente d'aborder les livres dont il sera question. Et puis évidemment, la littérature jeunesse présente, j'en ai cité quelques exemples tout à l'heure, mais il y aura aussi voilà, des événements, des ateliers. Alors, bal pourri, pour ceux qui connaissent Chien pourri, ceux qui ont des enfants, il y aura une petite activité avec une piñata de Chien pourri. Il y aura un atelier de poésie avec Lisa Plombé, une initiation à la poésie pour les tout-petits. Nous fêterons les 10 ans de la série 4 sœurs. Nous aurons la présence de la danseuse étoile Dorothée Gilbert, moi personnellement ça me fait rêver, qui a fait un livre avec Natacha Ludo pour parler de son métier. Et puis il y aura un spectacle Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, qui se tiendra, et là vous allez voir, je vais sortir des murs du Grand Palais éphémère pour vous emmener à la Maison de la Poésie, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'accueillir notre programmation. Un spectacle le dimanche en matinée, suivi d'un goûter et d'une signature pour les enfants. Hors les murs, à la Maison de la Poésie, il y aura également une rencontre avec Dominique Bonin et une lecture également avec Karine Thuil et Clotilde Courreau, qui viendra lire des extraits de son recueil de poésie. Et puis, le retour, puisque je crois qu'il n'était pas venu en France depuis 2019, de Milo Manara, qui viendra à la Maison de la Poésie parler en avant-première du livre qu'il prépare d'une adaptation du Nom de la Rose aux éditions Glénat. Et puis, puisque nous sommes hors les murs, nous pouvons nous rendre aussi à la Sorbonne. À la Sorbonne, il sera aussi question d'Italie, puisque Éric De Luca parlera le vendredi soir dans l'amphithéâtre Richelieu. Le lendemain, toujours à l'amphithéâtre Richelieu, nous pourrons retrouver Amélie et Juliette Nothomb, qui viendront parler à la fois de leurs livres et de sororité, une fois de plus. Enfin, nous pourrons aussi nous rendre à l'Académie du Climat. Tout comme l'année dernière, il y aura une programmation dédiée à la nature, à l'amour des animaux, à l'écologie. Vous pourrez y entendre notamment François Gémen ou encore Alain Beaugrain-Dubourg. Il y aura aussi des ateliers jeunesse sur le sujet. Et puis, puisque nous avons parlé tout à l'heure des bibliothécaires, j'aimerais faire une mention spéciale sur un projet qui nous tient à cœur, des duos de lecture. Alors, 4 bibliothèques nous ouvrent, alors les portes des bibliothèques sont toujours ouvertes, mais elles nous font le plaisir de nous accueillir, et cette fois pour travailler en toute complicité avec 4 autrices. Maria Larrea, Véronique Ovaldé, Maëlys Adémar et Gaëlle Nohan liront des extraits de leur nouveau livre en duo avec un ou une bibliothécaire le vendredi soir à 18h dans 4 bibliothèques parisiennes. L'une d'entre elles, d'ailleurs, la médiathèque Marguerite Yourcenar, accueillera tout au long de la journée du samedi une programmation dédiée aux sciences humaines, où nous pourrons parler à la fois de philosophie, d'histoire, de sociologie, et parmi les invités, vous pouvez par exemple prendre André Ponsponville qui viendra parler philosophie. Nous avons également le studio de l'espace Cardin, où nous avons voulu proposer des lectures musicales, des lectures rencontres avec Philippe Torreton, Souleymane Diamanka ou encore Olivier Adam. Et bien sûr, ne pas oublier les formidables flâneries de Marie-Rose Guarnieri de la librairie des Abbesses, qui déjà du temps de Livre Paris, mais ne nous a pas lâché, propose une programmation extrêmement riche avec des propositions très originales, parmi lesquelles cette année Alain Baraton, notre grand jardinier, qui nous fera visiter les Tuileries, ou encore un dîner très particulier grâce à Alain Ducasse, un dîner italien. Et je vous laisserai ensuite découvrir dans le dossier de presse et puis dans le programme toute la programmation de Marie-Rose, qui est décidément très très alléchante. Voilà un panorama qui j'espère vous donnera envie d'aller plus loin et de découvrir ce que nous sommes en train de construire. Dans les lieux hors les murs, il y a une nouveauté, très important de le dire. Au Collège des Bernardins s'installeront des éditeurs dédiés à la spiritualité. Il y aura le samedi et le dimanche une dizaine de conférences dédiées à ce sujet, c'est en cours de construction. Nous aurons également au Musée des Arts et Métiers une proposition sur les sciences, alors les sciences pures, c'est-à-dire vraiment la physique, la chimie, etc. Il y aura également pendant toute la journée du samedi et du dimanche une riche proposition de rencontres, de conférences et de débats, à la fois pour les adultes mais aussi pour la jeunesse. Jeunesse également au Collège des Bernardins.
Je suis certaine que j'ai oublié des choses. Je ne peux pas tout vous raconter, même si j'en avais envie. Je ne peux que vous inviter à vous plonger dans notre programme, qui sera prêt, j'imagine, d'ici un mois à peu près. Et nous vous attendons avec bonheur pour venir à la rencontre des auteurs. Encore un grand merci. Merci Marie-Madeleine pour cette programmation très alléchante, et je dis ça parce que je sens l'appétit croissant parmi nous et résolument éclectique. Alors je vais tâcher d'aller à toute allure, aussi vite que nos deux ragazzi sur le Vespa qui illustrent l'affiche du festival et qui nous donnent envie de partir à toute allure vers le Grand Palais éphémère, vers les différents lieux de la programmation hors les murs. Pour cela, il faudra réserver un billet sur notre site internet dès l'ouverture de la billetterie qui est programmée le 15 mars. Le festival reste gratuit cette année pour les moins de 25 ans, tandis que les autres festivaliers devront s'acquitter d'une participation frais par l'achat d'un billet d'une valeur de 5 €. Et comme le précisait Marie-Madeleine, je me permets, puisque les lieux sont absolument magnifiques, de dérouler avec vous de manière extrêmement succincte les différents lieux du festival. Nous allons parler du musée des arts et métiers où les éditeurs réunis au sein du collège Sciences pour tous seront présents. Être à côté du pendule de Foucault, ça a de l'allure. Tout comme les éditeurs du groupe religieux seront dans la nef cistercienne du Collège des Bernardins. On est très heureux d'associer ces deux lieux magnifiques et emblématiques de la ville de Paris à la manifestation. Marie-Madeleine, tu les as tous cités, je ne voulais que les afficher pour leur exprimer notre pleine gratitude d'accueillir encore une fois la programmation dans ces très beaux lieux et je nous félicite tout particulièrement d'y associer les bibliothèques de la ville de Paris. Enfin, le Festival du Livre de Paris sera l'occasion aussi de remettre un certain nombre de prix littéraires. Vous les découvrirez plus en avant dans le dossier de presse. Je me permets de les citer néanmoins en parlant d'abord du prix Marco Polo et de sa fondatrice Christine Bach qui est parmi nous, qui célèbre un auteur et son traducteur. C'était Marco Lodoli qui avait reçu le prix en 2022. Il faudra attendre l'automne pour reconnaître le lauréat 2023, mais dès à présent, en avril, au Grand Palais éphémère, vous pourrez venir les rencontrer. Vous l'avez cité, Madame Roland, le prix des lecteurs et des lectrices des bibliothèques de la ville de Paris. C'est un prix qui a été lancé il y a très peu de temps, qui vient saluer un primo-romancier. Les 5 finalistes sont 5 livres absolument exceptionnels de la rentrée littéraire. Je vous invite très vivement à les voter. J'ai voté, je ne vous dirai pas pour qui. Les votes sont encore ouverts et nous aurons le plaisir d'accueillir la cérémonie de remise de ce prix pendant le festival. Enfin, dernier prix remis pendant la manifestation, je salue Ariel qui est dans la salle, le prix Marcel Gottlieb. Alors, c'est un prix dont le jury est extrêmement prestigieux. Je vais les citer: Antoine Decaune, Albert Dupontel, Clara Dupont-Mono, Thomas Dutronc, Richard Gottener, Catherine Meurice, Eddie Mitchell et Zepp composent ce fameux jury qui est présidé par Ariel Gottlieb. Et la vocation de ce prix est de perpétuer l'esprit d'irrévérence et d'humour sans H de Monsieur Marcel Gottlieb, et donc le prix Marcel Gottlieb saluera l'album de bande dessinée le plus drôle de l'année. Ce prix sera remis pendant le festival et le lauréat, ou la lauréate, qui sait, se verra remettre une très belle statuette gravée aux armes du maître. Bravo, merci Ariel de nous donner la possibilité de célébrer Marcel Gottlieb. Arrive donc, et je suis désolé de vous l'imposer, mais c'est nécessaire, la litanie des remerciements. Mais vous imaginez qu'on se rapproche de la fin et de l'apéritivo. J'ai entendu tout à l'heure un bouchon de Prosecco sauter. Tout d'abord, merci à nos fidèles partenaires médiatiques, Le Figaro et Le Point, dont nous remercions chaleureusement les rédactions. Marie-Claire, qui remettra cette année aussi son prix du roman. Radio France, qui installera le studio de ses 2 chaînes, France Inter et France Culture, pendant les 3 jours sous la Tour Eiffel. Et enfin, les chaînes de France TV, qui sont aussi les chaînes préférées des lecteurs. J'enchaîne à toute allure, toujours sur ma Vespa, en parlant des soutiens de l'interprofession. Je les cite: le CFC, le Centre français de la copie, la SOFIA, merci Geoffroy, l'ABF, l'Association des bibliothécaires de France, la SELF et enfin Livre Hebdo, nous permettront d'organiser le vendredi 21, en marge de la manifestation grand public, une journée professionnelle qui s'annonce absolument passionnante. Point d'ordre de cette journée, la SOFIA restituera les premiers résultats de son étude très attendue sur le marché du livre d'occasion, qui est menée conjointement avec le ministère de la Culture et avec le syndicat.
Nous nous associons cette année avec Bibliothèques sans frontières. L'association sera présente par des urnes pour proposer à l'ensemble des festivaliers, nous espérons qu'ils sont 100 000 cette année, de leur donner l'occasion de remettre un livre pour ceux qui malheureusement y ont moins accès. Donc cette grande collecte de livres sera animée par les bénévoles de l'association Bibliothèques sans frontières et nous sommes très heureux de cette action commune avec la BSF. J'ajoute et je remercie aussi le panéliste GFK qui nous aide toutes les semaines à suivre l'actualité éditoriale au plus près de sa réalité économique. Et j'exprime enfin ma gratitude, notre profonde gratitude à notre mécène Jan Michalski. Enfin, grazie mille, chers partenaires italiens, merci encore 1000 fois pour cette invitation, merci pour l'opportunité d'organiser notre conférence de presse ici dans les murs de l'Institut culturel italien. Je rappelle que le Festival du Livre de Paris est une manifestation qui est organisée par le Syndicat national de l'édition. Et je veux conclure en exprimant ma sincère admiration pour le travail, le courage et la détermination, j'avais presque envie de dire la folie, vous comprendrez en lisant le mot introductif du dossier de presse, des éditeurs qui, jour après jour, continuent à exprimer et à incarner une part du génie français. C'était donc la conférence de presse du Festival du Livre de Paris. Je vous remercie infiniment pour votre présence très nombreuse, pour votre patience, pour votre écoute. Et maintenant, apéritivo!